Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Duel. Comme chaque semaine, donc, nous allons analyser, décrypter les faits et en marquer l'actualité politique, économique et sociale de la semaine. Au milieu donc de ce numéro, nous allons évoquer donc la pénurie d'eau, d'ailleurs qui fait débat au niveau du Sénégal, comme vous le savez depuis donc plusieurs mois, je vais dire même, oui, plusieurs mois. En tout cas, certains quartiers de Dakar sont privés de liquide précieux. Il en est de même aussi dans certains coins du Sénégal, ce qui a poussé donc beaucoup de Sénégalais aujourd'hui à mener le combat dans la rue. Il y a même un groupe du COS M23 qui est devant les locaux de Walfadjri pour protester, pour réclamer de l'eau pour tout le monde et par tout le monde et par tous les moyens de l'eau pure. D'ailleurs, ils disent, au même moment, au niveau de la place de l'Obélisque, devait se tenir aussi une autre manifestation qui a été interdite finalement par le préfet de Dakar. Aujourd'hui, c'est qui amène tout le monde à se poser où est le problème, qu'est-ce qui cause donc, quelle est la cause de ce manque d'eau, quelle est donc la solution qu'on peut apporter. On sait tout simplement que le gouvernement a inauguré il y a quelques jours 5 forages au niveau de Bayard, mais cela peut suffire pour approvisionner tout Dakar en eau potable. Alors ça, c'est la solution et c'est la clé de, c'est la question que tout le monde se pose. Nous allons aussi évoquer donc le processus électoral pour parler donc de cette solution-là qu'a proposé donc l'opposition qui réclame le retour au fichier de mars 2012 qui a aidé ou bien qui a participé à l'élection du président actuel Macky Sall. Tout simplement parce que l'opposition estime qu'avec l'actuel fichier, on ne peut pas tenir des élections fiables, transparentes, comme ils le disent. Alors, pour évoquer ces questions, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau deux responsables politiques. L'un, c'est l'honorable député Abdoulaye Ndiaye, il est membre donc de la paire. Honorable, vous étiez de la 12e législature. Honorable, bonsoir. Bonsoir. Avec vous sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir M. Mohamed Diallo. Il est donc le président de l'Union pour la restauration des valeurs. Vous êtes de l'opposition. M. Diallo, bonsoir. Bonsoir. Alors, je commence par vous, M. l'honorable député. Alors, comment expliquez-vous la situation aujourd'hui qui prévaut au Sénégal, notamment à Dakar, avec donc la pénurie de l'eau? Oui, d'abord, je commencerai par vous remercier de l'invitation et profiter de l'occasion pour saluer tous vos téléspectateurs, notamment ceux de ma commune Grand Yoff. Je crois que nous sommes dans une république qui a ses règles de fonctionnement et qui a une mission globale de développement. Aujourd'hui, nous avons constaté dans le secteur de l'eau une pénurie. Et je crois qu'il faut le situer dans le contexte des aléas d'une organisation donnée. Aujourd'hui, c'est vrai que depuis les indépendants jusqu'à maintenant, il y a quelques régimes qui se sont succédés, mais le problème est demeuré entier. Parce qu'avec l'avènement du président Macky Sall, nous avions trouvé une situation qui n'était pas conforme aux réalités de terrain. Donc il fallait quand même trouver des alternatives crédibles pour quand même résorber le gap et peut-être donner la possibilité à tous les citoyens de pouvoir quand même disposer d'une eau potable. Et je crois que c'est ce qui est en train de faire. Et de 2013 jusqu'à maintenant, il y a tout un dispositif qui a été mis en place. Vous avez parlé tantôt des ouvrages hydrauliques de Bayard. Au mois de septembre, il y aura ceux de Tasset. Et ultérieurement, il y aura le démarrage également du projet du dessalement des Mamelles. Donc autant de projets qui font que je crois que sous peu, nous allons quand même trouver de l'eau en quantité. Donc je crois qu'encore une fois de plus, nous nous excusons auprès des populations en tant que station de pouvoir, parce qu'en vérité, l'homme propose et Dieu dispose. Ce qui était important, c'est la volonté politique, elle est là. Maintenant, nous pouvons avoir des idées, avoir tout un dispositif, et par rapport à des considérations techniques, quand même, pour ne pas être dans les délais. Je crois que c'est tout le problème et se situe à ce niveau-là. Alors, M. Diallo, quelle explication trouvez-vous donc pour la situation actuelle? Vous savez, la situation actuelle, il serait bien aussi de le dire aux Sénégalais, que les gens puissent comprendre ce qu'il en est réellement. On ne peut pas tenir un conseil des ministres, que l'autorité, le ministre en charge de l'hydraulique, fasse un communiqué en disant que dans les jours à venir, il n'y aurait plus ce problème. Le 20 juillet, précisément. Quelques jours plus tard, son directeur fait un autre communiqué, tout en disant le contraire. Vous savez, il ne faut pas qu'il y ait un gêne face à ces autorités. Le fait de démissionner n'est pas un gêne. Ça s'est passé en France, du cas de l'ancienne ministre de la Justice, garde des Sceaux, Mme Rachida Dati. Le problème de l'hydraulique, vous le savez mieux que quiconque, quand ça s'est produit en Côte d'Ivoire,
Le président de l'Assemblée nationale, M. Guillaume Soro, a cependant demandé à ce que l'on ouvre cette résidence afin que la population puisse sans doute aller se table. Le président de la République pouvait bel et bien le faire. Le président de l'Assemblée nationale, il peut bel et bien le faire. Le Premier ministre... Vous êtes en train de dire que peut-être que le président devrait ouvrir son palais et que les Sénégalais puissent aller s'approvisionner en eau chez lui? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous savez, la simplicité, c'est cette simplicité que les Sénégalais avaient vue au président Macky Sall pour le soutenir à ce qu'il accède à la magistrature suprême en 2012. Déjà, le premier point, comme je viens de vous le dire, il serait bien que le ministre de l'Hydraulique présente sa démission. Certes, il a essayé, il a échoué. Si vous prenez le cas des Parcelles Assainies, le département de Dakar est constitué de 19 communes. Si je prends la commune des Parcelles Assainies, c'est l'équivalence de 7 départements des 45 départements du pays. Je cite le département de Tambacounda, Bakel, Goudiri, Koumpentoum, Kédougou, Saraya, Salémata. Vous privez toute cette population d'eau en leur disant que oui, bon, on a trouvé peut-être une petite solution, allez de gauche à droite, il y a des hommes qui viennent le matin pour vous apporter de l'eau, vous allez faire la queue. Il ne faut pas oublier que le Sénégal fait partie des 25 pays les plus pauvres à travers le monde. Donc, il serait bien que le ministre de l'Hydraulique et son directeur en charge de l'hydraulique présentent leur lettre de démission et s'excusent auprès des Sénégalais. Ça, c'est ma position. Je le dis haut et fort, sans gêne. Vous reconnaissez quand même que le gouvernement a fait des efforts. L'honorable député a cité tout à l'heure les 5 inaugurés il y a quelques jours. Des projets, il y en a. Il y a toujours eu des projets. On ne va pas limiter, par exemple, ce débat, comme l'a si bien dit l'honorable député, au président Sall. Le problème de l'hydraulique devrait sans doute être réglé depuis le président Léopold Sédar Senghor. Ensuite, il y a eu le président Abdou Diouf, le président Abdoulaye Wade et aujourd'hui le président Macky Sall. J'ai entendu le Premier ministre dire qu'il va tenir un conseil présidentiel sur l'hydraulique. Mais comment tenir un conseil présidentiel sur l'hydraulique sans pour autant y associer le commandement territorial, les préfets, les gouverneurs et les sous-préfets? Car celui qui se réveille à Dakar, la possibilité qu'il a face à cette presse pour s'exprimer, notre cousin ou bien sœur qui se réveille à Fongolébi ou à Makakolibantan ne dispose pas de cette presse pour pouvoir sans doute communiquer. Le problème de l'eau ne se limite pas à Dakar. Vous allez à Kaolack, c'est la même chose. Vous allez à Tambacounda, vous allez à Ziguinchor, à Podor et un peu partout à travers le monde. Vous savez, les sucettes, on les donne aux enfants. Mais comme on dit en politique, on peut bel et bien défendre une communication. Lors de la déclaration de politique générale du Premier ministre, il a sans doute communiqué sur le problème de l'hydraulique. Certes, les techniciens du ministère de l'hydraulique lui ont sans doute remis un document, mais quand même il serait bien actuellement de pouvoir élargir le débat. Ne pas seulement se limiter au démembrement du ministère, l'élargir au commandement territorial, mais aussi discuter avec des techniciens, qu'ils soient sur le plan international, ceux qui sont dans le privé, afin qu'ils puissent apporter une solution. Car ce combat n'est pas un combat du pouvoir, encore moins de l'opposition, mais c'est une urgence pour tout le peuple sénégalais. Voilà, l'honorable député, il a tantôt parlé de la démission du ministre en charge de l'hydraulique, le directeur même de l'hydraulique. Alors, est-ce qu'il y a pas un problème de communication dans cette crise-là? Oui, je crois que par rapport à la communication, on peut en débattre. Et chacun peut donner son point de vue. Mais tout juste, je voudrais rappeler à mon vis-à-vis que le commandement territoire est un pouvoir déconcentré, décentralisé. Et oui, c'est le commandement territorial. Et en fait, c'est le responsable en chef même dans la zone donnée du président de la République. Et toutes les informations qu'il reçoit sont remontées auprès du président de la République. Donc ça, c'est un faux débat. Maintenant, ensuite, pour parler maintenant d'une démission, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Avec l'avènement du président, nous avons trouvé une situation. Il y avait Nguint,
qui a été créé en 1971 et qui a une capacité de production de 45 000 mètres cubes. En 1996, il y a Kel Momarsar qui a valu près de 8 milliards et donc jusqu'en 2008. Mais nous avons trouvé cette situation entre-temps. Vous avez hérité donc de cette situation-là? Entre-temps, la population a augmenté. Donc, nous sommes venus, on a fait une évaluation de la situation. Il fallait trouver des alternatives crédibles. En dehors maintenant des ressources internes, trouver quand même un partenariat qui puisse nous accompagner dans cette dynamique-là. Ce qui a été fait. Et de 2012 jusqu'à maintenant, on a polarisé on a mobilisé plus de 500 milliards. Il y a des projets, il y a des actions qui sont menées, des actes qui sont posés, qui sont visibles. Et pas plus tard que cette semaine, le Premier ministre on a livré les ouvrages hydrauliques de Bayard. Et dans quelques semaines, il y aura ce de Tassette. Mais ensuite, en dehors de cela, il y a, par rapport au réseau d'irrigation, il y a 20 000 mètres cubes qui seront libérés et qui seront mis à contribution. Tout ça pour l'alimentation en eau potable de Dakar. Et c'est visible. Et aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a une amélioration. Et par rapport aux parcelles assainies, mon cher Diallo, ce n'est pas toutes les parcelles assainies qui sont concernées. C'est quelques unités. Il faut faire, la cité Fadia et quelques unités. Il faut faire la part des choses. À Bentali? À Bentali, oui. Mais effectivement, n'oubliez pas, je dis ce sont des raisons techniques. Et le gouvernement l'a reconnu. Peut-être un problème de deadline s'est posé. Je dis qu'au niveau de la communication, on peut en débattre. Parce que moi, je crois que le ministre pouvait même ne pas faire une intervention médiatique. Les techniciens de la SONES et de la SD pourraient prendre en charge ce volet-là. Mais tout ça, ce qui est important pour les Sénégalais qui nous suivent, c'est qu'il y a un constat qui a été fait, marqué par une insuffisance en eau potable. Nous avons pris acte et nous avons proposé nous avons fait des propositions concrètes. Et vous verrez dans 2 mois certainement, les choses vont aller dans les meilleures conditions possibles. Je crois qu'aussi être opposant ne veut pas dire baigner dans le nihilisme. Il faut poser les problèmes concrètement et aider les populations à comprendre. Vous n'allez pas quand même accuser l'opposition d'être... Non, pas du tout. Non, je ne dis pas. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je dis, par rapport à certaines questions d'intérêt majeur, on doit avoir des consensus forts, qu'on soit de la station de pouvoir, encore moins de l'opposition, même de la société civile, nous devons former un bloc. Oui, à quoi vous attendez-vous de la part de l'opposition? Que les gens comprennent concrètement, parce que la plupart des opposants ont pratiqué l'État. Quand je vois le député Omar Sarr du PDS parler de la pénurie d'eau, il a été même ministre de l'hydraulique, à un moment donné. Donc ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il peut dire aux Sénégalais? Qu'est-ce qu'il a fait durant les 12 ans qu'il était dans le pouvoir? Il comprend les réalités de terrain. Qu'est-ce qu'ils ont fait? S'ils avaient fait le travail nécessaire, on ne serait pas aujourd'hui ici. Donc, je crois que l'État est une continuité. Je dis que par rapport à certaines questions, mettons en parenthèse nos égos et posons les vrais problèmes pour trouver les solutions idoines qui permettent au pays de décoller, qui permettent au pays de progresser. Surtout que vous parlez souvent d'émergence, je sais qu'on ne peut pas émerger quand même sans eau. Mais tout le monde le reconnaît. Le président l'a dit. Même lors du dernier conseil, un de ces derniers conseils-là, il a attiré l'attention des ministres sur cette question-là. Mais allez sur le terrain. Vous allez voir qu'il y a une progression nette, visible. Les choses, elles sont visibles. La situation qui prévalait il y a de cela 2 mois ne l'est plus maintenant. C'est un problème structurel. Et vous voulez que j'ai de la patience. Certainement, il a pratiqué l'État. Il sait comment un État fonctionne. Et quand je l'entends parler, j'aimerais bien savoir dans quelle structure il évolue pour voir quels sont les objectifs de performance qui s'est fixés et au bout du compte, quels sont ces objectifs qui ont été réalisés. Pour voir concrètement, si se situe dans ce cadre-là, il saura qu'ailleurs, les choses peuvent se passer. Il y a une volonté, et c'est ça qui était essentiel, la volonté politique. Poser le problème, trouver des moyens et se mettre à l'action. Maintenant, ceci a été fait. Peut-être les gens pensaient qu'on aurait fini la situation allait s'améliorer, se régler définitivement bien avant. Cela n'a pas été fait pour des questions techniques. Moi, je ne suis pas un technicien en la matière, mais je suis et je me déplace souvent pour voir. Et c'est ça qui est essentiel.
Donc je crois qu'il faut quand même qu'on ait un débat citoyen. Que quand certaines questions se présentent à nous, qu'on essaie avec philosophie de trouver les meilleures réponses possibles. Parce qu'être opposant aussi ne veut pas dire être quelqu'un qui s'attaque à... Vous avez le devoir de faire même des propositions au chef de l'État. Vous avez même le devoir d'aller voir le ministre et discuter avec lui sur ces questions-là et donner votre proposition. Vous êtes des Sénégalais. Ailleurs, les gens le font. Au Rwanda, les gens le font. Ailleurs, les gens le font. Pourquoi au Sénégal, les gens le font pas? Peut-être aussi que l'État ne les a pas impliqués dans la recherche de solutions. Non, le problème ne se pose pas. Moi, quand j'interviens, si je décide de faire de la politique, je dois m'engager parce que c'est le Sénégal qui m'intéresse. Si je vois quelque chose qui ne fonctionne pas, je dois même, à mon avis, je dois même demander une audience et rencontrer qui est droit. Lui dire que ça et ça et ça, à mon avis, par rapport à ma petite expérience ou bien par rapport à mon expertise, je crois que si vous investissez cette voie-là, vous pouvez quand même trouver le bout du tunnel. À partir de ce moment, le problème ne se poserait pas. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La mentalité, la philosophie que les acteurs politiques ont, c'est quoi? Quand on est pouvoir, tout n'est pas bien dans l'opposition et vice-versa. Quand on est dans l'opposition, tout est mauvais. Mais l'État ne fonctionne pas comme ça, un pays ne fonctionne pas comme ça. Alors, est-ce que vous avez des solutions, comme il le dit? Est-ce que l'opposition, son rôle doit se limiter tout simplement à critiquer ou bien en tout cas à monter les populations contre le pouvoir pour leur dire que voilà, ces gens-là n'ont rien fait depuis qu'ils sont là? Vous savez, d'ailleurs, je vais cependant poser la question à l'honorable député. Et les parcelles assainies font partie du Sénégal ou c'est un autre pays? Je veux dire, la population de Niaritali, ils sont des Sierra-Léonais ou c'est des Sénégalais? On a la chance peut-être de nous réveiller dans d'autres localités ou même dans d'autres communes du département de Dakar. Certes, ils n'ont pas ce problème, mais même si c'était juste un Sénégalais ou une famille qui ne peuvent en aucune manière bénéficier de ces avantages, ça je pense quand même c'est une humiliation, c'est une honte. Nous parlons d'un pays en voie de développement. Nous faisons partie des 25 pays les plus pauvres à travers le monde. Un pays qui tend vers l'émergence. Un pays qui tend vers l'émergence, d'accord. Vous me parlez du Rwanda, vous parlez de Kigali. Vous avez vu le rôle de ce chef d'État? C'est sa simplicité. Cette simplicité, c'est sa force. C'est d'être à l'écoute de la population. Vous parlez de contribution. En tant que chef de parti, je ne suis jamais resté un mois sans faire une contribution. Vous pouvez le vérifier au niveau de la présidence de la République, que je fasse une contribution sous pli fermé, que j'aille directement au niveau du bureau du courrier pour le déposer. Que ce soit dans le domaine de l'hydraulique, de la sécurité, de l'élevage, de la santé, de la pêche, ainsi que de la jeunesse. Actuellement, l'urgence, vous pensez que ces 500 ou 600 millions que l'État prend, que l'on donne au ministère de la Jeunesse pour organiser des vacances citoyennes. Je n'ai rien contre des artistes, hein, parce que même là, sur le plateau, si vous mettiez de la musique, je serais le premier à me lever et danser. Mais je pense qu'il y a quand même des urgences. On ne devrait pas prendre ces 500 ou 600 millions pour aller faire des tournées dans les régions, émettre la population, appeler des artistes. Hein. Il y a quand même d'autres priorités au Sénégal. Par rapport à une solution face à cette situation actuelle, je ne vais pas dire que cette situation est causée par le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall. Non. Je vous l'ai si bien dit tout à l'heure. Cela ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis 1960, depuis que le président Senghor a accédé à la magistrature suprême, jusqu'en 2018. Maintenant, nous sommes tous des acteurs, que nous soyons du pouvoir, de la société civile et même de la troisième voie. Notre rôle, c'est de donner une contribution. Mais si à chaque fois, nous, en tant qu'acteurs, nous venons apporter notre modeste contribution, vous mettez ça de côté, bah, nous irons aux élections dans 6 mois et le peuple va nous juger. Il n'y a aucune force actuellement. Personne ne peut définir sa force en politique pour dire que je détiens la force. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne cette force à un être humain sur terre. Actuellement, pour le cas de l'hydraulique, ce conseil interministériel, vous avez parlé du commandement territorial. Vous m'avez rejoint sur un point. Le commandement territorial, certes, ils ont leur pouvoir, mais c'est au niveau régional.
s'il remonte l'information et que l'autorité en personne ne bénéficie pas de cette information, comment est-ce qu'il peut réagir? Si je prends l'exemple, par exemple, du gouverneur de Tambacounda, qui organise un CRD, les gens lui parlent de cette urgence. Le gouverneur, il rend compte à qui? Il ne rend pas compte au chef de l'État, je suis désolé. Nous étions membres de l'appareil étatique. Ce gouverneur, il rend compte au ministre de l'Intérieur. Bon, maintenant, bon, l'autorité, lui, il essaie de voir s'il est favorable pour lui. Il balance l'information au chef de l'État. Si tel n'est pas le cas aussi, on garde l'information. On a été dans le système et on sait comment ça se passe. Vous voyez? Donc aujourd'hui, les Sénégalais quand même nous attendent face à ces urgences. Et comme on l'a si bien dit, nous sommes un peuple en voie de développement. Et pour cela, il serait bien que l'on puisse associer des vrais techniciens. Ne pas avoir le complexe de se limiter aux techniciens sénégalais. S'il y a un Marocain, un Algérien, un Français, un Égyptien, de tous bords qu'ils viennent quand même nous apporter une solution. Mais comme on le dit, vous sortez dehors, vous allez voir un gosse de 5 ans, il vous dira « de que maintenant ». Voilà, justement, mais honorable député, le problème de l'eau, ce n'est pas seulement cette pénurie d'eau à Dakar. Vous allez dans les régions, comme il le dit, il y a ce problème de privatisation des forages aussi qui pose problème. Est-ce que cela ne va pas encore amplifier ou empirer la situation? Oui, vous savez, dans des parties plus avancées de ce pays, il y a ce qu'on appelle une organisation pour la responsabilité sociale. C'est-à-dire que et se prennent en charge par rapport à beaucoup de questions. Je crois que tout dépend du dispositif qui est mis en place. Parce que souvent, c'est d'accords partis. Hein, oui, mais vous suivez quand même dans les chaînes de télévision, surtout à Walfadjri, vous suivez quand même des populations qui disent non, l'eau est devenue un peu plus chère, on a privatisé notre forage, quelque chose comme ça. Vous savez, M. Diop, dans ce pays, ce qui se passe, c'est que maintenant les gens réagissent par rapport à leur position. Souvent, l'intérêt général n'est plus mis au devant de la scène. Et c'est dommage. Regardez ce qui se passe autour de nous. À chaque fois qu'il y a une entité qui est mise en place, ou bien une organisation donnée, si les gens ne se reconnaissent pas par rapport à ça, ils disent que tout n'est pas, rien n'est bien, rien n'est bon. Parce qu'ils ne sont pas là. Parce qu'au Sénégal, celui qui est bon, c'est celui qui est dehors, ou bien celui qui vient de quitter. Mais celui qui est dans l'action n'est pas bon. Donc il faut revoir la philosophie, il faut revoir la mentalité. Je crois que le mot n'est pas très fort, mais il faut repenser nos pratiques. Je crois que c'est ça, c'est un débat qui concerne aussi bien les politiques, la société civile, mais même vous les médias. Parce que vous êtes très important dans la conscientisation, dans l'éducation des masses. Mais encore une fois de plus, M. Diallo, je crois que, je ne sais pas quel est votre problème. Parce qu'on parle de pénurie d'eau. Il y a un constat qui a été fait. Nous acceptons. En accédant au pouvoir, nous avons trouvé une insuffisance. Il y avait des manquements, il y avait une insuffisance notoire. Il y a des programmes qui ont été mis en place. Et rien que concernant Dakar, il y a le PSDAC qui a été mis en place, le programme spécial pour l'alimentation en eau de Dakar. Et par rapport à ça, le Kermoumarsar 3 est en train de... C'est une solution par rapport à ces problèmes-là. Mais vous n'oubliez pas que nous avons fait que 7 ans ici. Qui connaît comment un État fonctionne? Rien que pour avoir des financements, ça prend du temps. L'élaboration, la conception, la démarche. Mais ça prend du temps. Quand vous parlez, quand vous dites que oui, pour la jeunesse, comment dire, on débarque 500 millions. Mais un État, c'est tout, mon cher ami. Quand on élabore un budget, on met en compte l'ensemble des secteurs de développement de ce pays. Il peut arriver que concernant par exemple l'agriculture, qu'il y ait un projet, par rapport à la jeunesse, qu'il y ait un projet. Mais au niveau de cette jeunesse, l'argent est déjà disponible à travers peut-être certains mécanismes. Alors que par rapport à d'autres secteurs, il faut aller vers les partenaires au développement pour trouver quand même, pour mobiliser les fonds. Mais il faut faire la part des choses. Aujourd'hui, ce qui se passe dans le sport, notamment, mais vous voyez les stades qui sont mis en place. Les Chinois. Mais la coopération chinoise. Est-ce que nous avons cette possibilité ailleurs? Ou bien, si nous l'avons, comment les choses fonctionnent pour qu'on arrive à décaisser ces fonds-là? Il y a tous ces problèmes. C'est pourquoi, des fois, j'ai des problèmes avec certains responsables de l'opposition. Parce qu'eux, ils ont eu la chance de pratiquer l'État.
Ils ont été dans l'appareil gouvernemental. Ils comprennent comment un État fonctionne. Ils comprennent les réalités de terrain. Ils comprennent ce qui se passe au niveau gouvernemental. Ces gens-là, ils devaient taire leurs égos et parler aux Sénégalais de manière véridique et sincère. Pour dire aux Sénégalais, attention, il y avait un problème. Ce problème-là ne date pas d'aujourd'hui, comme vous l'avez si bien dit. Absolument. Ce n'est quand même un peu facile. Non, attends, d'une certaine manière, cela ne peut pas dire que tu dois, mais il y a des manquements. Par exemple, à propos de la communication, mais même nous de la paire, il y a certains responsables de la paire qui ne sont pas d'accord sur la manière de communiquer sur ces questions-là. Mais c'est un débat. Nous sommes des démocrates. Nous sommes ouverts au dialogue et nous sommes ouverts et nous acceptons les critiques, mais qu'elles soient des critiques objectives. Mais encore pour revenir à la question, je crois que les Sénégalais ont besoin de comprendre qu'un État ne fonctionne pas comme le chef de famille qui est dans sa famille, qui a un besoin tout de suite et qui, à la fin du mois, qui règle son problème et qui n'a pas de quoi acheter du pain. C'est différent avec l'État. L'État, pour construire une route, il faut négocier, il faut aller vers les bailleurs. Si le projet que vous présentez au bailleur n'est pas convaincant, mais tu n'auras pas de financement. De la même manière, il faut que les gens comprennent comme ça. Maintenant, Dieu merci. Bientôt, dans 2 mois, vous verrez que le problème sera derrière nous. Mais le programme sur le projet sur le dessalement des mamelles, c'est une autre possibilité. Certainement dans l'opposition, comme vous l'avez si bien dit, c'est très bien. Vous envoyez des correspondances au président de la République. Mais c'est très bien. Absolument. Il se peut même que le président lise ces documents et prenne compte de ça. Sans pourtant vous dire qu'effectivement, et c'est ça que nous... Voilà, moi j'aime cette manière de faire. Mais il y a des gens aujourd'hui, ils sont ministres, quand vous les entendez, on pense que mais le pays a fait à 100. Oui, mais répondez à ma question honorable. Oui, alors, c'est quoi cette privatisation des forages? Vous l'avez la privatisation des forages. Parce que là, l'opposition estime que là, vous êtes en train de chercher de l'argent au niveau des populations. En tout cas, vous voulez tout simplement vous remplir les poches. Allez demander qui privatise l'argent des forages. Vous savez, on dit souvent que l'expert vaut mieux que le conseil. Certainement, des amis vont se tordre de rire. Mais en vérité, ce qu'il y a lieu, c'est qu'auparavant, les forages étaient mis à la disposition des ruraux. Et l'entretien posait problème. À chaque fois, les machines tombaient en panne et il y avait problème de réparation parce que dans le budget, si quelque chose n'est pas prévu, c'est dommage, mais pour le réparer dans les délais voulus. Mais les gens ont pensé créer un mécanisme pour responsabiliser davantage les ruraux. En quoi faisant? En mettant un comité de gestion. Maintenant, avec cet argent, ils réparent le forage sans problème. Maintenant, si la panne est d'une peut-être assez sérieuse, là, on peut faire appel au ministre, au gouvernement. Je crois que c'est aussi simple que ça. Vous savez, moi, je comprends les opposants. Bon, c'est de bonne guerre. Parce que tout ce qu'ils peuvent faire pour semer le doute auprès des populations, ils le font. C'est tout à fait normal. C'est leur jeu. Je comprends. Mais en vérité, c'est ça l'objet même. Comment dire, de la privatisation des forages. Mais ce n'est pas une façon de... Non, l'État n'a pas besoin de ça, parce qu'il faut que cet argent-là soit justifié. Si l'argent, par exemple, entre dans les caisses du Trésor, il faut que cet argent soit justifié. Et pour les faire ressortir, il y a tout un mécanisme, il y a des mécanismes. Je crois que non. Il faut que les gens soient assez sérieux. Alors, M. Diallo, vous êtes quand même assez convaincu par rapport à ce que le gouvernement a fourni comme explication jusque-là et les solutions qu'ils ont proposées? Alors là, du tout. Du tout. Du tout. Vous savez, comme je l'ai si bien dit, il est important de rappeler aux Sénégalais et de faire une communication réelle. Vous savez, la communication transversale, là. Aujourd'hui, si votre voisin si votre voisin vous disait aujourd'hui, si votre voisin vous demandait est-ce que vous êtes convaincu? Il faut faire la part des choses. Non, là, je parle de la communication. M. Diallo, si votre voisin vous disait aujourd'hui, est-ce que vous êtes convaincu par ce qui a été promu ou ce qui a été fait jusque-là, qu'allez-vous répondre? Je leur dirais que je suis très déçu. C'est la bonne guerre, hein? Je suis très déçu de par cette communication. Vous comprendrez sans doute que les Sénégalais, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas se réveiller un matin. Mais le directeur, il a un ministre de tutelle. Il dépend de son ministre. Mais comment est-ce qu'un ministre de la République peut communiquer
48 heures plus tard, son directeur fasse une autre communication. Et ça n'a pas de sens. Mais ça, c'est des erreurs de communication qui peuvent arriver aussi. C'est des erreurs de communication qui peuvent arriver. Mais attendez, mais il est important que l'on puisse quand même situer ce qui se passe réellement. Vous savez, le fond du problème, ce n'est pas un problème d'eau, le manquement d'eau, qu'il y ait de l'eau potable ou pas. Le plus important dans cette situation, c'est de dire la vérité aux Sénégalais. C'est de respecter ces Sénégalais. Que le Sénégalais se réveille aux Parcelles Assainies, qu'il se réveille à Niary Tally, à Ziguinchor, à Kolda, il serait bien qu'il y ait une bonne communication. Il y a un porte-parole du gouvernement. Êtes-vous en train de dire qu'il y a un défi dans cette affaire-là? Mais c'est extrêmement grave. Ça, c'est une crise. C'est extrêmement grave. Il me parle du budget. Le budget. Certes, vous êtes honorable député, vous êtes à l'Assemblée nationale. Le vote du... Hein? D'accord. Donc, le vote du budget, comment ça se passe? Les ministères viennent. Oui. Quand les ministères viennent, ben, vous discutez sur un budget, même si vous ne touchez absolument rien. C'est juste des documents que vous voyez. Surtout avec vous maintenant, avec vos députés, il suffit de lever la main. Ah, c'est pour nous, c'est notre ministre. Vous levez la main et au finish, vous votez le budget. Ça se passe Mais pas comme ça. Ce qui est important et ce qu'il faut retenir actuellement, c'est aux yeux des Sénégalais, c'est que les urgences, c'est qu'il y ait une bonne communication. Les Sénégalais s'attendent à ce que le ministre de tutelle puisse faire une communication réelle face à la situation. Que le directeur présente sa lettre de démission. Il ne peut pas se réveiller et nous dire aujourd'hui il y a la SDE, demain c'est la SONES. Non, ils ne peuvent pas se jeter la balle. Nous, on est là. Nous recevons des factures mensuelles. Si aujourd'hui, par rapport à cette pénurie, bon, qu'on nous dise que vous êtes resté peut-être 15 jours sans recevoir de l'eau, nous serons peut-être réceptifs en nous disant que nous allons rester 2 voire 4 mois sans recevoir de facture d'électricité. Si vous le faites, peut-être nous, en tant qu'opposants, on pourra sans doute souffler un tout petit peu. Mais ce que les gens ne comprennent pas dans cette histoire, c'est que nous attendons que l'État fasse une communication. Vous avez désigné un secrétaire général du gouvernement qui est en même temps le porte-parole de votre parti, de la mouvance présidentielle et du gouvernement, qu'il fasse une sortie dans ce sens, en nous disant la réalité. Mais les actes qu'a posé, par exemple, le mais nous n'avons ministre, pas cela devrait vous suffire quand même. Du tout. Ça, c'est du concret, ce n'est pas des promesses. Du tout. Vous savez, il y a une différence entre la théorie et la pratique. Nous sommes toujours à l'aspect de la théorie. Il n'y a rien de concret. Vous sortez d'ici, mais vous verrez juste en bas qu'il y a des gens qui sont là, juste à l'entrée de Walfadjri, qui sont déçus. Des pères de famille. Il y a d'autres pères de famille qui se réveillent à 2h, 3h du matin pour recevoir quelques gouttes d'eau, pour aller faire leurs ablutions. Mais c'est une urgence, le problème de l'eau. On ne doit pas jouer avec le peuple sénégalais. Comme on dit, la sanction arrive. Dans les mois qui suivent, les élections sont prévues au mois de février. Et vous verrez sans doute que de toute façon, ils nous ont promis que d'ici 2 à 3 mois, tout va rentrer dans l'ordre, surtout avec les projets qu'a décliné tout à l'heure l'honorable député. Alors, mais wait and see, comme disent les Anglais. Alors, ceci nous permettra donc d'évoquer le deuxième thème de notre débat. Il s'agit donc du poste électoral. Là, donc, l'opposition, à quelques mois des élections, l'opposition estime qu'actuellement, il y a une certaine cacophonie parce qu'il y a une manipulation unilatérale et intempestive du fichier électoral, surtout qu'ils estiment que le pouvoir est en train de tout faire pour pouvoir remporter cette présidentielle dès le premier tour, ce que l'opposition estime impossible. Alors là, maintenant, face à cette cacophonie, surtout marquée par le système du parrainage, l'opposition demande à ce qu'on retourne à l'ancien fichier, c'est-à-dire le fichier de 2012, qui a donc permis l'élection d'ailleurs du président Macky Sall. Alors, qu'en pensez-vous, honorable député? Oui, tout juste pour me permettre que, comme vous dites qu'il y a un problème de communication, là on peut en discuter, il n'y a pas de souci. Mais quand même sur les faits, nous avons fait des avancées significatives. Maintenant, par rapport au processus électoral, moi j'ai des problèmes avec l'opposition. Parce qu'en vérité... Vous avez toujours des problèmes avec l'opposition? Oui, non, c'est la démarche. Parce que j'ai vu ces gens-là, alors que je ne faisais même pas la politique, je les voyais dérouler. Aujourd'hui, je suis dans la station, je comprends mais énormément de choses maintenant que je ne maîtrisais pas auparavant. Et j'ai compris ces gens-là à quoi ils jouent. Ils jouent à quoi? Parce que ils sont dans un cirque, ils racontent n'importe quoi. Tu sais le problème fondamental qu'ils sont. Abdoulaye Wade, le président Wade, a toujours dit
que la politique de la chaise vide n'a jamais réglé un problème, n'a jamais été une très bonne stratégie. C'est ce qui est arrivé. Tu sais le problème, l'essentiel des opposants, leur problème c'est qu'il y a un problème d'ego avec le président Sall. C'est tout. Parce que je ne peux pas comprendre, vous dites que vous êtes dans un parti composé de Sénégalais, qui viennent de partout. Par ta volonté, tu dis que tu ne vas pas aller représenter ces gens-là pour discuter, pour comprendre concrètement qu'est-ce qui se fait. Sous prétexte que, oui, ça ne vaut pas la peine parce qu'ils vont tricher. Peut-être qu'ils avaient cet art-là lorsqu'ils étaient au pouvoir, c'est pourquoi ils pensent ainsi. Mais fondamentalement, mais on a vu Abdoulaye Wade avec Abdou Diouf. Il le met en prison le lendemain, il l'appelle, il vient. Et il pose ses problèmes. S'il n'est pas d'accord, il s'adresse à la presse. C'est ce qui lui a permis d'être à la station présidentielle. Mais ces gens-là, au nom de quoi, à chaque fois qu'on les interpelle, à chaque fois qu'on les invite, ils boycottent. Et aujourd'hui, ils se permettent de dire que oui, il faudrait qu'on revienne au code consensuel de 2012, qui nous a permis d'être là où nous sommes. Mais qu'ils nous disent concrètement quels sont les points sur lesquels... Le parrainage, par exemple? Mais non, attendez. Qu'est-ce qui c'est? Le parrainage, vous parlez... Attendez, Georges, vous êtes là. Vous allez comprendre pourquoi ils ne veulent pas du parrainage. Vous avez vu ce matin, il y a un chef de parti, j'ai oublié son nom, il a dit, il a vu des opposants, il est dans l'opposition, hein, il a dit des opposants qui achètent des signatures. Un opposant qui a dit ça, je crois que c'est dans l'Observateur du jour, ou bien dans une des livraisons de ce jour. Mais en vérité, quel est le problème? Vous savez, c'est tout au départ que les choses ont été faussées. Parce que lorsqu'il s'est agi de voter la modification de la Constitution, il n'y avait pas de problème majeur. Mais le fond du problème, c'était la loi électorale. Parce qu'il y a des modalités d'accompagnement. La question de la signature, la question du recours. Il fallait aller pour négocier, pour donner un point de vue. Maintenant, la signature, c'est quoi? Ils ont même dit que nous, en tant qu'APR, nous avons déjà reçu les formulaires. En tout cas, nous, à Grand F, on ne l'a pas reçu. Et le dimanche dernier, on était en formation à la maison des Parcellois, qui regroupait l'ensemble des responsables du parti, de l'arrondissement des Parcelles Assainies. Et personne d'entre nous n'a jamais vu ce formulaire. Vous n'avez pas vu le formulaire? Je vous assure qu'on ne l'a pas vu. Alors d'où est-ce que l'opposition sort cette information? Non, c'est de bonne guerre. Et puis, ce sont des députés. Ils savent concrètement, dans la loi, la disposition prend en compte le prénom et nom et le numéro de la carte d'électeur et la signature. Ils le savent. Mais maintenant, si vous avez des militants, je dis parce que le parrain, c'est au-delà du militant. Si vous avez des militants et vous dites que vous êtes majoritaire, vous n'avez pas de problème. Demandez à vos militants de se préparer. Quand il y aura l'arrêté ministériel, maintenant ils vont faire le travail nécessaire. On n'a pas besoin de parler. Maintenant, ces choses-là sont derrière nous. Ils ont boycotté. Il y a certains qui sont venus. On a discuté et il y a des dispositions. Ceux qui sont venus, ceux qui ont répondu à l'appel ne sont pas forcément d'accord avec ce qui s'est fait actuellement au niveau du code électoral. Mon cher ami, à quoi sert un État? Est-ce qu'un parti peut prendre le dessus sur une structure gouvernementale? C'est le gouvernement qui dirige le pays. Oui, mais pour des questions aussi importantes quand même que l'élection présidentielle, il faut chercher le maximum de consensus. Mais le parrainage, en quoi le parrainage constitue un blocage? Dans un premier temps, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Avec la DER, ils disent que oui, nous avons demandé les formulaires pour l'emploi des jeunes. C'est uniquement dans l'optique d'obtenir des signatures. Oui, de disposer de ces signatures-là. Mais la DER a commencé aujourd'hui à financer les jeunes. Nous, au niveau de l'appel, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin parce que nos militants sont là. Et même au temps où nous étions dans l'opposition, tu sais, la stratégie de Macky Sall dans l'opposition, c'est qu'il lui a valu d'être là.
c'est que lorsque nous étions dans l'opposition, est-ce que vous savez que Macky Sall ne restait pas 2 mois à Dakar? Ça, vous le répétez tout le temps. Non, parce qu'en vérité, il comprend, parce qu'il faut aller vers les gens pour comprendre. Et le PUR l'a bien compris. Le PUR est sur le terrain, depuis. Et ils ont dit que si demain on devait déposer, ils sont prêts. Mais on n'a pas besoin d'investir les chaînes de télé pour parler. Le problème fondamental, c'est que nous allons dans 6 mois à une élection importante. La loi a été votée à l'Assemblée nationale, c'est derrière nous. Consacrons-nous maintenant au travail de terrain et attendons le jour J. Même si l'opposition continue à ruer dans les brancards par rapport au vote. Mais qu'est-ce qu'on veut? La loi a été déjà votée, quel est le problème? Mais aujourd'hui, quel doit être le problème? En parrainage. Tu as des gens qui sont là, tu as décidé d'aller à l'élection. Tu es sûr quand même de mobiliser le maximum de personnes. Ça, c'est le minimum. Maintenant, par rapport à la sincérité du vote, ça, c'est un autre débat. Nous ne sommes pas encore là. Mais par rapport au parrainage, concentrons-nous à l'essentiel. L'essentiel, c'est d'arriver à convaincre les Sénégalais pour avoir leur... Vous savez, la majeure partie des partis de l'opposition, tels que vous les connaissez, je veux parler du PDS, du Réumi, quelque chose comme ça, mais ces gens-là n'ont pas de problème de signature, ça vous le savez quand même. Peut-être que s'ils ne sont pas d'accord avec le parrainage, c'est par principe. Mais le PDS a un problème sérieux d'abord qu'il doit évacuer d'abord dans un premier temps. C'est son candidat à l'élection présidentielle. Bon, ça c'est un autre problème. Ça, vous allez poser le débat aux gens du PDS, ils vont vous répondre. Alors, Mohamed Diallo, est-ce qu'il ne faudrait pas essayer d'être d'accord avec le principe ou bien qui souhaiterait qu'on revienne au fichier de 2012 étant donné que celui-ci est problématique? Avant même de parler du fichier, nous avons tous réclamé une personnalité neutre à la tête du ministère de l'Intérieur. Ça, c'est une autre exigence. C'est une exigence. Aujourd'hui, quand le président Abdoulaye Wade est arrivé à la magistrature suprême en 2000, il a nommé un général à la tête du ministère de l'Intérieur. Le président Abdou Diouf, avant qu'il ne quitte la magistrature suprême, il avait aussi le général Cissé de l'ONEL, qui était ministre de l'Intérieur. À l'approche des élections, vous dites que vous avez cette force politique. Et en 2012, qu'est-ce que c'est? En 2012, Wade avait nommé M. Cheikh Gueye. En 2012, avant même qu'il n'y ait des élections, lors de son grand rassemblement, lors de sa démonstration de force sur la VDN, le président Abdoulaye Wade a nommé un inspecteur général d'État à la tête du ministère en charge des élections. C'est par rapport à la neutralité. Aujourd'hui, les Sénégalais demandent au président Macky Sall de nommer une personnalité neutre. Il peut être un magistrat, un avocat, un commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle, un colonel ou un général de la gendarmerie. L'essentiel qu'il ne soit pas militant de l'APR, c'est ce que vous voulez dire. Qu'il ne soit pas un militant de l'APR. Vous le savez mieux que quiconque. Comment est-ce qu'on peut nommer un ministre de l'Intérieur? Je n'ai rien contre M. Ali Ngouille, d'ailleurs je ne le connais même pas. Mais un ministre de l'Intérieur qui dit « je me battrai, je ferai en sorte que les militants de l'APR puissent détenir leurs pièces d'identité ». Mais ça c'est extrêmement grave. Il l'a dit. Nous l'avons tous suivi. Face au fichier électoral, le fichier électoral de 2012, là, vous nous parlez d'un nouveau fichier électoral par rapport au parrainage. Vous prenez l'exemple de la France. Moi, je ne suis pas contre le parrainage. Hein. Mais si vous prenez l'exemple de la France, il y a plus de 46 millions d'habitants. Et ils demandent 500 signatures pour le parrainage. Nous étions à signatures. Aujourd'hui, vous êtes revenu à 52 000 signatures pour le parrainage. Ça ne pose aucun problème. Cela ne pose aucun problème. Il fallait même en demander plus. Ça ne dérange pas. Vous savez pourquoi? Lors des dernières élections législatives, j'ai eu la chance d'être directeur de campagne d'une coalition. Il y avait 47 listes. Il nous a fallu peut-être 5 minutes pour reconnaître notre candidat, prendre le temps de discuter avec les mandataires, parler du fichier électoral, expliquer aussi aux siégeants leur rôle. Ça nous prend du temps. Ils avaient même des difficultés parce qu'on ne pouvait pas mettre dans une salle de classe 47 siégeants, sans compter leurs suppléants. Donc aujourd'hui, sur les 47 candidats, si nous parlons de 52 000 signatures, alhamdoulilah, par la grâce de Dieu, peut-être ça fera 520 000 signatures. Et on sait mieux que quiconque, ces candidats qui auront cette signature ne seront pas plus de 10 candidats sérieux. Moi, je parle des candidatures sérieuses. Je ne parle pas de candidats qui se réveillent le matin, qui confondent vitesse et précipitation. Je parle des candidats sérieux.
ces candidats iront aux élections, iront à l'assaut des élections présidentielles. Ils sont enfin prêts sur tous les plans. Comme votre candidat est prêt, sachez que les autres candidats, comme on aime si bien le dire en politique, bëgg-bëre, bañ-bëre. Comme vous, oui. Moi, je ne serai pas candidat. Ah, d'accord. Je l'ai dit haut et fort. Je compte soutenir un candidat et Inch'Allah, dans les jours à venir, je vais me prononcer. Ça sera le nôtre, quoi. Qui sait? Mais je vais juste d'abord demander à nouveau au chef de l'État qu'il serait bien qu'il nomme une personnalité neutre pour les élections présidentielles. En nommant cette personnalité neutre, il pourra appeler les Sénégalais à l'apaisement. Il pourra sans doute comprendre le message des Sénégalais en leur disant, ben, écoutez, vous m'avez demandé de nommer une personnalité neutre au sein du ministère de l'Intérieur, ou bien qu'il maintienne le ministre de l'Intérieur, mais qu'il le décharge en nommant un ministre délégué en charge des élections. En charge des élections. Ce serait l'idéal. Voilà, justement, honorable député, vous savez quand même qu'il y a beaucoup de points d'achoppement, il y a beaucoup de malentendus, notamment au niveau même du processus électoral, entre l'opposition et le pouvoir. À 6 mois, je pense que, est-ce qu'il n'est pas temps quand même qu'on s'assoie autour d'une table pour trouver des consensus forts? Mais ils ne veulent pas. Parce que dans un premier temps, pour les concertations, ils avaient demandé une personnalité neutre. On a choisi Seydou Nourouba. Ils ont boycotté. Et quand je suis son cheminement, son raisonnement, mais c'est vous qui dites souvent que le président, tout ce qu'il veut, il l'obtient par rapport à la justice sénégalaise, par rapport au procureur. Ça ne sert à rien du tout de prendre une personnalité neutre et de le nommer ministre délégué. C'est ce qu'il est rassuré. Parce que le ministre délégué, il est sous la tutelle du ministre de l'Intérieur. Donc qu'il soit un ministre plan. Non, attends. Non, le problème, c'est que ce que vous ignorez, c'est que le dispositif du ministère chargé des élections, il est toujours maintenu. Ce sont les mêmes responsables, ce sont les mêmes agents. L'actuel directeur général des élections, c'est Tiendela. Il était là, au temps où chef. Et c'est lui qui coordonnait pratiquement toute l'activité. Comme adjoint. Non, parce que non, c'est lui qui coordonnait toute l'activité. Comme adjoint. Cheikh Gueye n'avait pas, Cheikh Gueye n'avait pas toutes les informations. Il n'était pas un spécialiste en la matière. Alors que les Tiendela et les autres, ils étaient là bien avant. Mais comme adjoint. Non, importe peu. En tout cas, il était là. Moi, je l'ai suivi plusieurs fois. C'est quelqu'un, et je l'ai pratiqué lorsque j'étais à l'Assemblée, c'est quelqu'un de pondéré, de très courtois, mais aussi de très rigoureux. Ça, comme il faut lui reconnaître ces qualités-là. Et personne ne l'entend jamais entrer dans certains détails. Mais le problème véritable du pays, si vous croyez en ce que vous dites, allez à la table de négociation. Posez vos problèmes. Si maintenant l'État, vous mettez l'État devant ses responsables, comme vous le dites, mais les populations seront les murs et ils pourront apprécier. Mais quand vous faites la politique de la chose vide et sortir et dire aux Sénégalais, ces gens-là ne sont pas sérieux parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais vous semez le doute auprès des populations sénégalaises. C'est comme le joueur qui est là, qui appartient à une telle équipe, il ne veut pas aller à l'entraînement et voudrait à chaque fois qu'on parle du classement qu'il soit impliqué. Ça n'a pas de sens. Revenir sur terre, les Sénégalais ne sont pas amnésiques et les Sénégalais sont matures. Ils comprennent et ils savent lire entre les lignes. Aujourd'hui, ce qui vous arrange et nous arrange et arrange le peuple sénégalais, c'est sa stabilité. Renforcer la stabilité sociale. Cette stabilité ne passe-t-elle pas par le consensus? Mais le consensus, d'abord, quand on t'a là, mais que les gens viennent. Mais partout dans les groupes organisés, en tout cas moi, lorsque je pratiquais très jeune le mouvement asiatique, on m'avait fait comprendre que le meilleur cadre pour poser les problèmes, c'est en fait le meilleur moment pour poser les problèmes, c'est lorsque vous êtes au niveau du cadre. On pose les problèmes, même à ce qu'il faut qu'il y ait des disputes, mais que les problèmes soient posés. Quand les problèmes sont posés, mais il y a des régulateurs sociaux qui sont là. Si maintenant on voit que cette disposition c'est la meilleure et que l'État ne veut pas l'appliquer, mais à quoi servent les régulateurs sociaux? Vous reconnaissez quand même qu'il y a une sorte de précipitation dans l'application même de ce parrainage-là. On est à 6 mois, 7 mois d'élection. Mais le problème qui se pose, s'il y avait une concertation et que les gens viennent,
et qu'on discute, par exemple, à propos, par exemple, du nombre de parrains. Mais si les gens étaient là, peut-être on pouvait les ramener jusqu'à un nombre inférieur. Pourquoi pas 30? Même la caution, c'était possible. Mais si vous ne décidez pas, si vous ne participez pas à ces concertations-là, mais l'État prend des décisions. En tenant compte. Oui, mais le grief de l'opposition, c'est pas de dire que ce n'est pas des concertations sérieuses. Ils disent tout simplement, c'est parce que, alors, à quoi servirait d'aller participer à ces concertations tout en sachant que tout ce qui sera décidé. Non, je te dis, ils n'ont qu'à aller une fois, deux fois et voir ce qui va se passer. À partir de ce moment, ils prennent à témoin le peuple. Je vous ai dit tantôt, pour l'essentiel des opposants, leur problème, c'est Macky Sall. Ils ont un problème d'ego avec Macky Sall. Alors que Macky Sall est dans la station présidentielle par la grâce d'Allah et par ses qualités humaines et intellectuelles. Donc le problème qui se pose, c'est ça, véritablement. Il faut que les gens le comprennent. Moi, j'ai discuté avec certains d'entre eux. Omar Sarr, on était au Parlement africain, on discutait de beaucoup de choses. Mais quand vous lisez entre les livres, vous comprenez énormément de choses. Donc le problème qui se pose fondamentalement, c'est qu'il faudrait que nous respections le peuple sénégalais. Voilà, justement Diallo, est-ce que ça a été quand même une bonne idée de jouer à la politique de la chaise vide au niveau de ces concertations-là? Tous les débats qui sont en train de se poser actuellement, c'est ce que vous rétorque quand même le pouvoir. Vous avez le temps de venir discuter avec nous, vous ne l'avez pas fait. Vous savez, il y a deux oppositions. Il y a une opposition qui se réveille le matin, qui crie, et le soir, il dîne à Mermoz. Nous le savons. Vous en faites partie? Du tout. Et ce sont les plus visibles. Nous parlons de la restauration des valeurs. Vous ne nous verrez jamais faire des négociations en bassesse. Ça, je ne le ferai jamais. Honnêtement, je préfère arrêter de la politique que de négocier, discuter avec un autre candidat. Je vous dis, pour ces élections présidentielles, vous verrez qu'il y a des candidats sérieux. Je prends l'exemple de l'ancien Premier ministre, M. Hadjibou Soumaré. Idrissa Seck aussi est un candidat sérieux. Donc, voilà, on me signale que donc, le temps que nous était imparti est terminé. Donc, merci à mes invités, merci à l'honorable député Abdoulaye Ndiaye. Je rappelle donc qu'il était député de la 12e législature, responsable donc de la PR à Grand Yoff. Merci à M. Mohamed Diallo, il est le président de l'Union pour la restauration des valeurs, donc un nouveau parti. Merci à l'équipe Diane Ndiaye et Issa Diagne. Merci à vous, chers téléspectateurs. Excellent week-end avec les programmes de TV.